7 mai 2017. Nous nous envolons au départ de Nantes avec Odile pour un séjour d'une semaine en direction des îles Canaries, plus précisément vers les îles de Tenerife et de La Gomera. Les Canaries forment un archipel de 7 îles principales situées dans l'océan Atlantique au large du sud du Maroc, la plus proche se situant à environ 100 km des côtes. Ces îles sont Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, El Hierro et les deux dernières que nous visiterons, Tenerife et La Gomera. L'île de Tenerife fait un peu plus de 2000 km², soit en gros un quart de la Corse, et la population est d'un peu plus de 900 000 habitants. Nous séjournerons au nord de l'île de Tenerife, à Puerto de la Cruz, à l'hôtel Casablanca. Notre logement de 47 m² est équipé d'un salon, d'une kitchenette, d'une chambre et possède également un balcon avec vue sur la mer. L'établissement est équipé d'une piscine et d'une grande salle de restaurant où nous pouvons prendre le petit déjeuner en plein air. Dans l'après-midi du premier jour, nous nous rendons à Santa Cruz de Tenerife, qui est la plus grande ville de l'île, avec une population d'un peu plus de 200 000 habitants. La région est aride, il ne peut guère plus de 200 mm par an. Santa Cruz vit du tourisme bien sûr, mais est aussi un important centre de raffinage pétrolier, et c'est aussi le plus grand port d'Espagne. En bord de mer, l'auditorium à l'architecture contemporaine trône près des complexes touristiques consacrés à la baignade. Nous visiterons dans l'après-midi le Palmetum, qui est un jardin botanique de 12 hectares spécialisé dans la famille des palmiers. Il s'agit d'un projet unique au monde, puisque le sous-sol est une ancienne décharge qui a été recouverte d'une épaisse couche de terre fertile et transformée en espace de loisirs et de culture botanique. Le parc est divisé en plusieurs secteurs, dont chacun regroupe la flore caractéristique d'un continent ou d'une région du monde. Après cette balade, nous nous rendons à quelques kilomètres au nord de la ville, sur une falaise surplombant l'une des plages emblématiques de Tenerife, la plage de Las Teresitas. La particularité du lieu, c'est qu'il s'agit d'une plage artificielle aménagée dans les années 1970 avec du sable importé du Sahara. Une digue rocheuse a été aménagée en mer pour empêcher l'océan d'emporter le sable. Le lendemain matin, nous partons pour la côte ouest de Tenerife, dans la ville de Los Gigantes.
Avant d'arriver, une vue à partir des hauteurs de la ville nous permet d'apercevoir au loin l'île de La Gomera qui sera notre destination de fin de semaine. La raison de notre déplacement à Los Gigantes, c'est qu'il s'agit du point de départ des bateaux qui nous emmènent en mer à la rencontre des dauphins et des baleines. Au pied des falaises volcaniques, le capitaine du bateau navigue à la recherche de groupes de cétacés. Il faudra peu de temps pour repérer les premiers dauphins. Voici quelques images. Ça fait curieux. Una organización que tiene identificado cada delfín. Es diferente. No son iguales, no son ninguna igual que la otra. Sí, pero ¿cómo la consiguieron hacerlo? Nous rencontrons plus tard un groupe de cétacés de plus grande taille, à mi-chemin entre les dauphins et les baleines. Mais nous n'aurons pas la chance de croiser les grands spécimens que sont les baleines pilotes ou les orques qui peuplent également ces eaux. Nous croisons en mer d'autres bateaux, eux aussi à la recherche des cétacés. Nous nous dirigeons ensuite au pied d'une falaise volcanique où une baignade était proposée pour les volontaires. C'était bien agréable malgré une eau à une température plutôt très fraîche. Un repas était ensuite proposé à bord avant le retour au port de Los Gigantes en longeant de magnifiques falaises hautes de plus de 500 mètres, avec des strates par endroits très colorées. Nous rentrons ensuite à Puerto de la Cruz par la route nord de l'île, en nous arrêtant de temps en temps pour prendre des photos de la flore locale, parmi lesquelles les innombrables figuiers de Barbarie. Nous traversons quelques villages aux façades colorées avant de nous rendre dans le village isolé de Masca. Nous empruntons une route de montagne escarpée, mais dans un état irréprochable. Image.
La région est constituée de vallées profondes et abruptes, mais assez verdoyantes par rapport aux autres régions arides de l'île. Et bien sûr, nous avons toujours une vue au loin sur le volcan Teide qui domine l'île de Tenerife. Cette route du Nord est bien agréable et offre des vues colorées des paysages et des villages canariens. De retour à Puerto de la Cruz, nous aurons la chance d'assister le soir à un magnifique coucher du soleil sur l'océan Atlantique. Le lendemain matin, nous nous rendons dans le parc national du Teide, en empruntant la route de montagne qui part de Puerto de la Cruz. Notre trajet nous fait passer du niveau de la mer à environ 2000 mètres d'altitude sur le plateau qui entoure le volcan. Le paysage change très vite au fur et à mesure que nous avançons. Dès les premiers lacets, nous traversons des forêts de grands arbres feuillus, puis un peu plus haut, nous voyons des forêts de pins au bord de la route. Tout au long de la route, nous avons une vue permanente sur le Teide. Quand nous arrivons au pied du volcan, nous traversons de grandes étendues de roches volcaniques recouvertes d'une végétation clairsemée, comme nous pouvons le voir sur ces images prises de la voiture. Il est dominé par le volcan Teide, qui culmine à 3718 mètres d'altitude, ce qui en fait le plus haut sommet de l'île bien sûr, mais aussi plus surprenant, le point culminant d'Espagne. Par endroits, le paysage est quasi désertique. Le parc national du Teide, d'une superficie de 190 km², est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007. Un téléphérique permet d'accéder au sommet du Teide. Nous avions prévu de le prendre, mais le vent violent qui a soufflé toute la semaine a entraîné l'annulation de toutes les navettes. Tant pis, ce sera pour une autre fois. À la place, nous décidons de faire un petit circuit de randonnée de quelques heures dans les champs de lave entourant un piton rocheux. À cet endroit, nous pouvons entendre la force du vent qui souffle sur le plateau.
La végétation est rare, mais une plante attire notre attention. Il s'agit de la vipérine rouge de Tenerife, une magnifique plante endémique de l'île qui peut atteindre 3 mètres de hauteur. Les fleurs sont de couleur rouge corail, ce qui rend la plante bien visible dans ce paysage lunaire. La floraison a lieu au printemps et en début d'été. Nous étions donc à la bonne période pour pouvoir l'observer. Nous pouvons voir tout au long de notre chemin des coulées de lave aux aspects différents selon la nature de la lave. Des parois, des cheminées, des pitons rocheux, mais aussi des bombes volcaniques. Face à nous, une paroi aux couleurs magnifiques. Nous voyons au loin le sommet du Teide. Et voici un zoom sur le cratère. Avant de partir, une photo souvenir sur une petite plateforme rocheuse au bord du précipice. Et un selfie des randonneurs. Ici, encore une magnifique paroi rocheuse. Ensuite, nous reprenons la route en direction du sud-ouest et de la célèbre station de Playa de las Américas. En chemin, nous avons l'occasion de prendre encore quelques clichés du paysage somptueux qui défile le long de la route. Nous arrivons en milieu d'après-midi à Playa de las Américas et nous découvrons une station balnéaire sans charme avec une côte bétonnée de bout en bout et des plages de sable noir et de galets qui n'incitent guère à la baignade. Seuls quelques complexes hôteliers aux couleurs vives mettent un peu de gaieté dans ce paysage un peu fade. Le jour suivant, nous partons à la découverte de la ville de Puerto de la Cruz où nous séjournons et que nous n'avons pas encore pris le temps de visiter. Nous descendons en bord de mer et nous sommes rapidement agréablement surpris par le charme du littoral.
Les couleurs sont vives et c'est l'occasion de faire le plein d'images le long du remblai où alternent des complexes de baignade, des portions de côtes rocheuses et des petites plages de sable noir et de galets. La fréquentation est relativement faible à cette époque et il est facile et agréable de flâner le long de la côte. Ici, la plage principale de Puerto La Cruz, en sable et en galets noirs, et où il faut être motivé pour se baigner. Les vagues roulent les galets et il est difficile de rentrer dans l'eau sans s'en ramasser plein les chevilles. J'ai testé pour vous. L'après-midi, nous nous rendons au nord tout près de Santa Cruz, dans la petite ville de San Cristobal de la Laguna, vantée dans un guide touristique. Nous y trouverons bien quelques beaux édifices et des façades colorées, mais à vrai dire pas de quoi s'emballer non plus. Voici quelques images. Le lendemain, nous partons en matinée en direction de Los Cristianos, au sud-ouest de l'île, où nous devons prendre à midi le bateau qui nous emmènera sur l'île de La Gomera. Nous emprunterons cette fois la route principale qui longe le côté sud de Tenerife. Le paysage est monotone, avec des collines recouvertes de végétation naine, signe d'un climat aride où il ne pleut pas beaucoup. Le vent qui souffle en continu participe également à l'aridité de la région. Los Cristianos est une station balnéaire toute proche de Playa de las Américas, mais celle-ci apparaît tout de suite plus accueillante que sa voisine. Une belle plage de sable blanc, là aussi artificielle car aménagée avec du sable du Sahara, rend le lieu plus agréable et invite à la baignade. Après le repas, le bateau Fred Olsen nous attend pour embarquer à destination de La Gomera. Voici une petite vue panoramique de Los Cristianos, prise du bateau où nous ne sommes pas gênés par les voisins. La traversée dure environ 50 minutes, et lors de celle-ci, j'ai nettement vu en mer, à quelques dizaines de mètres, une colonne d'eau qui ressemblait au souffle d'une baleine, mais pas d'animal en vue. Alors est-ce que c'était bien ça ?
Nous débarquons à San Sebastián de la Gomera, qui est la ville principale située à l'est de l'île. L'île de la Gomera, à la forme arrondie, a une superficie de 370 km², soit, pour avoir une idée, un peu plus de 4 fois Belle-Île-en-Mer, et une population de 20 700 habitants environ. Nous prenons la route qui traverse l'île d'est en ouest pour rejoindre Valle Gran Rey, où nous avons réservé un appart-hôtel. La route s'élève rapidement et nous nous arrêtons souvent pour contempler le paysage et la végétation, ainsi que les profondes vallées qui parcourent l'île. La Gomera est réputée pour être le paradis des randonneurs. On comprend pourquoi. Ici, un bâtiment avec une vue imprenable sur la vallée. Et là, une belle vue sur le TED, pourtant distant de plus de 60 km. Nous passons tout près de Los Roques, un piton rocheux emblématique de la Gomera. Et encore une belle vue sur le TED dans une mer de nuages. On ne s'en lasse pas. Nous nous approchons de notre destination et dès que nous sortons du parc national de Garajonay, la végétation s'éclaircit et nous retrouvons des figuiers de Barbarie au bord de la route. Valle Gran Rey est au bout de la vallée, tout au fond. L'hôtel est situé au pied d'une immense falaise d'origine volcanique. Les couleurs des jardins tropicaux de l'hôtel tranchent avec la nudité des parois de la falaise, ce qui rend le lieu magnifique et unique. Allez, je vous emmène à notre appartement qui est assez grand et qui a une belle vue du balcon sur la piscine. Nous irons le soir de l'autre côté de la plage de sable noir, où des joueurs font une partie de boules locale. Le matin suivant, nous reprenons la route de la veille pour nous rendre au centre de l'île, dans le parc national de Garajonay.
Au passage, nous pouvons voir de chaque côté de la route des cultures en terrasse de bananiers, entre autres. Le parc de Gararonay, d'une superficie de près de 4000 hectares, couvre environ 12% de la superficie de l'île. Il a été déclaré en 1986 patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Une forêt de lauriers, la laurisilve, couvre environ 70% de ce parc. L'humidité de la vapeur d'eau condensée des sources et des nombreux cours d'eau y favorise une végétation luxuriante. Ces forêts sont des vestiges vivants des anciennes forêts qui couvraient une grande partie de l'Europe et de l'Afrique du Nord pendant l'ère tertiaire, et qui ont aujourd'hui presque entièrement disparu. En pénétrant dans ces forêts, c'est comme si on faisait un bond de plus de 3 millions d'années en arrière. Nous emprunterons par la suite un sentier qui nous mènera à l'Alto de Gararonay, point haut de l'île qui culmine à 1487 mètres d'altitude. Nous pouvons voir en chemin des arbres calcinés, vestiges d'un gigantesque incendie qui a ravagé 10% du parc en 2012. Allez, encore un effort, on est presque arrivé. Du sommet, nous avons une vue panoramique sur l'ensemble de l'île de La Gomera. En redescendant, nous croisons un nombre impressionnant d'hirondelles qui nous frôlent à toute vitesse. Nous reprenons ensuite la route en repassant par Los Roques, pour nous rendre au nord de l'île, où nous traversons une vallée verdoyante près du village d'Hermigua. Après le village d'Agulo en bord de mer, nous remontons en direction de Vallehermoso, où nous nous arrêtons pour prendre quelques photos des maisons aux façades colorées. En poursuivant notre route sur le chemin du retour, nous traversons des vallées beaucoup plus arides. Le paysage change très rapidement d'une vallée à l'autre.
Ici, un magnifique ciel rose le soir vu du balcon de l'hôtel. Le dernier jour, nous traversons à nouveau l'île pour retourner à San Sebastián pour prendre le bateau qui nous ramènera à Los Cristianos. Nous retournons à Playa de las Américas où nous avons la confirmation que ce n'est pas ici que nous passerons nos prochaines vacances à Tenerife. L'endroit est toujours assez quelconque et surtout le vent est très désagréable. Hasta la vista, Tenerife!